Vous êtes sur la Panafricaine Média 1, merci de nous rester fidèles, toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission de la Panafricaine qui donne la parole à une jeunesse africaine qui participe à sa façon à l'éclosion de son intellect, mais surtout à l'émergence de notre magnifique continent, l'Afrique, à travers les différentes thématiques proposées tout au long de cette émission. Vous connaissez le procédé de Génération News scindé en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons parler de l'oubli. Comment tourner la page sans regretter ou sans avoir des regrets? Eh bien, des éléments de réponse en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, pas très loin de la première thématique, on parlera de l'impossible et du possible. En d'autres termes, comment transformer une défaite en victoire? Eh bien, des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour. Des habitués pour la plupart. Le plaisir aujourd'hui de retrouver une personne qu'on avait perdue sur le plateau, Féloria. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci beaucoup Régis, c'est un plaisir. Un plaisir de te retrouver, évidemment. Plaisir de retrouver aussi quelqu'un qui nous avait un petit peu abandonné. Rostel, merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation sur le plateau de Génération News. Toujours un plaisir, Régis. Et puis, évidemment, un habitué, quelqu'un qui est tout le temps avec nous sur ce plateau Génération News. Edwin, merci à nouveau d'être des nôtres aujourd'hui sur le plateau Génération News. Toujours un plaisir, Régis. Les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Rostel, je vais te laisser le soin de donner le temps de cette première partie d'émission. Je le disais dans mon introduction, en ce qui concerne la première partie, on parlera évidemment de tourner la page, mais surtout en lien avec le regret. Selon toi, déjà, pour poser et camper le sujet, tourner la page, ça renvoie à quoi? Et est-ce que faut-il lier nécessairement le fait d'oublier au regret? D'accord, en tout cas, merci Régis. Donc, tourner la page, selon moi, je ne pense pas que ça soit le fait d'oublier, mais pour autant dire d'apprendre du passé, de ce qu'on a pu faire pour ne pas peut-être répéter les mêmes erreurs. Donc, tourner la page ne veut pas dire effacer quoi que ce soit, mais plutôt apprendre, tirer des leçons de ce qu'on a eu à faire dans le passé pour pouvoir en faire bon usage dans l'avenir. D'accord, en fait, c'est beaucoup plus tirer des enseignements qu'autre chose, en fait. D'accord. Féloria, on s'accroche à la thématique, on parle des regrets. La thématique, c'est peut-on vraiment tourner la page sans regretter? Est-ce que c'est possible, selon toi, d'avoir un sentiment de regret quand on décide de prendre une décision, en d'autres termes, d'avancer et ne plus regarder derrière? Ça dépend de la cause qui nous emmène à tourner la page. Tourner la page n'est pas forcément négatif. Si c'est une cause négative qui nous pousse à tourner la page, là oui, peut-être on peut parler d'oubli ou même de regret souvent, mais non, pas forcément. On peut tourner la page juste pour passer à un autre step. C'est comme nous, on a une page au Gabon, comme moi par exemple, j'ai une page au Gabon et j'ai dû tourner la page pour venir m'installer ici. Est-ce que je dois oublier des expériences? Non, mais il arrive oui qu'il y a des petits regrets par rapport à mon expérience au Gabon et celle d'ici. Donc oui, il y a tourné la page, mais une cause positive et une cause négative, ça dépend. D'accord, mais comment justement on arrive à les jauger? Je veux dire, à quel moment on arrive à avoir le juste milieu des deux pour ne pas totalement verser dans le regret? Parce que le regret, après, ça reste un sentiment quand même qui nous tue de l'intérieur. Comment éviter ce poison-là? Moi, je pense que la résilience, c'est important. On se dit que la vie, elle coule et que toutes les choses qu'on vit sont nécessaires pour notre évolution. Donc pour ne pas tomber dans ce regret qui est répétitif, c'est juste se dire que c'est la vie, on accepte les épreuves et on avance avec ça. Ça c'est pour moi ma réponse à cela. D'accord. Edwin, pourquoi certaines personnes ressentent un peu le besoin, enfin pas le besoin, mais se retrouvent un peu dans cette zone de confort-là où on regrette, mais on n'a pas peut-être le courage d'aller vers la personne ou de rebrousser chemin lorsqu'on décide de prendre une décision. Est-ce que, pardon pour la répétition, mais est-ce que justement, quand on se retrouve dans la posture de celui qui regrette, est-ce que quelque part l'intention dans la prise de décision a été mauvaise? Est-ce que tout de suite, peut-être que vous avez sous l'effet de la colère, comme on dit, on ne prend jamais une décision sous l'effet de la colère, est-ce que c'est l'intention qui conduit à la prise de la colère qui nous envoie parfois au regret? Je ne sais pas, ça dépend des situations comme Féloria l'a dit. Après, je pense que tout est lié à la personne, à comment est-ce que la personne perçoit la chose ou la situation qu'elle a vécue.
Parce qu'il faut dire ici que nous n'avons pas les mêmes capacités d'appréhender les situations. Il y en a qui sont un peu plus forts, on va dire, qui, lorsqu'ils sont face à une situation, se disent « ouais, c'est ce qui est arrivé, c'est normal, c'est logique, je passe tout de suite à autre chose ». Mais il y a des gens qui ont du mal, qui ont besoin d'un peu plus de temps pour y remédier. Donc c'est vraiment fonction de la personne et fonction de la situation. Est-ce que comment on appelle ça, le regret, enfin si on reste sur le principe de tourner la page, comme j'ai tendance à le dire, si on tourne la page, c'est que le livre est toujours là, on a toujours le livre quelque part. Est-ce que justement le fait de tourner la page ou bien d'être dans le regret, c'est pas un peu un piège dans le sens où on a l'impression qu'on passe peut-être à autre chose, mais pas totalement, puisqu'on l'a toujours en nous. Est-ce que réellement on tourne la page? Est-ce que c'est vraiment possible de tourner la page? Non, mais c'est comme je l'ai dit, tout est fonction de la situation et de la personne. D'accord. Mais de manière globale, on va dire, lorsqu'on a été face à une situation, même si on passe à autre chose, on te griffe, on n'oublie pas en réalité. Ouais, parce que les traumas sont toujours là, comme tu dis, ça dépend de la situation. Si c'est quelque chose qui a été assez, on va dire, percutant, c'est normal qu'on se dise toujours que oui, si je suis confronté à une autre situation plus ou moins similaire, cette situation-là revient ou renaît en nous. On se dit, ah, est-ce que l'issue ne sera pas la même? Donc c'est ce qui peut un peu justifier la posture que les uns et les autres adoptent. Le regret, comme je disais tout à l'heure, mon cher Rostel, alors des citations comme ça, on en trouve tout le temps. Moi, je me souviens de mon père qui me disait vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. La ligne entre les deux se trouve à quel niveau et pourquoi on nous interdit justement de vivre avec des regrets au-delà du fait que potentiellement ça nous tue de l'intérieur, mais est-ce que ça ne nous éloigne pas des autres aussi potentiellement? Oui, je dirais que ça nous éloigne aussi des autres, dans le sens où on n'arrive pas déjà à accepter la situation. Donc ça dépend de la situation où on se trouve. Déjà, comme l'ont dit mes collègues, je pense qu'on ne peut pas effacer ni oublier quelque chose définitivement. Même si on décide de le faire, ça finit par réapparaître. Donc on a toujours ce regret. On a toujours ce regret. Maintenant, le plus important, je pense que c'est juste la résilience. Travailler un peu ce côté résilient, pouvoir accepter en fait la chose. Même si on le travaille comment selon toi? On le travaille comment? Bon, après, au-delà d'accepter, c'est un premier pas, mais derrière, comment ça se passe? Et puis c'est difficile. Donc comme il a dit, par rapport aux situations, parfois il y a des situations qui sont très difficiles à accepter. Mais après, c'est tout un processus. Il y a d'autres personnes, ça prend plus de temps. Je ne saurais pas comment expliquer exactement comment on le fait. Mais je pense que chacun de nous a sa façon de prendre les choses en main. Par exemple, d'accepter certaines choses qui arrivent dans sa vie, comment tourner la page. D'autres, c'est rapide, d'autres, c'est lent. Mais oublier, pour moi, je pense qu'on ne peut pas oublier, ni effacer quoi que ce soit. Et ces souvenirs-là font aussi... la personne que nous sommes, ou que nous sommes appelés à être. Et c'est aussi, souvent je le dis, c'est même mon slogan. Moi, je dis toujours que l'avenir est dans le souvenir. Donc, c'est dans un sens où c'est par rapport aux souvenirs qu'on arrive à construire notre avenir. Par exemple, je vais prendre un exemple. Excusez-moi de monopoliser la parole. Si on prend le cas d'un chauffeur qui roule, les chauffeurs, ils ont ce qu'on appelle par la voie derrière le signe, c'est-à-dire ce sont des panneaux. Donc, un chauffeur qui n'arrive pas à interpréter ces panneaux-là, par exemple, il y a quelque chose devant lui qui dit que attention, à 200 mètres, le chemin va par exemple se rétrécir à droite. Mais s'il n'arrive pas à écouter cette voix derrière ce signe, il va finir par faire un accident. Donc ça sera un souvenir, et un mauvais d'ailleurs. Maintenant, si la prochaine fois il se retrouve face à la même situation, je pense qu'il aura quand même tendance à se rappeler de ce qui s'était passé la dernière fois et pouvoir prendre des précautions ou des mesures qu'il faut. Est-ce que pour aller, désolé de t'interrompre, même si pour aller dans le même sens que tu as, Féloria, est-ce que faut-il nécessairement associer le regret on va dire, à quelque chose j'ai envie de dire peut-être de mauvaises choses en fait, quelque chose derrière. Parce qu'on a l'impression que quand on regrette que quelque chose, comme il parlait de mauvais souvenirs, donc tout ce qui est potentiellement sombre, tu vas pas regretter une bonne décision par exemple, tu vois. Est-ce que par définition, le regret est systématiquement négatif? C'est compliqué. Au vu de ce qu'on voit. C'est compliqué à expliquer parce qu'on dit, comme vous l'avez dit, l'adage, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Ouais. Les remords, c'est lorsque j'ai fait une chose et qu'après je m'en veux de l'avoir fait. D'accord. Je pense.
Et les regrets, c'est lorsque je n'ai carrément pas agi. Je pense, hein, selon la phrase, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. J'ai déjà agi, je peux plus rien faire, donc là j'ai des remords. Ouais. Mais les regrets, c'est beaucoup plus j'aurais dû le faire si je savais. Donc comme je disais, comme Edwin expliquait, il y a l'action aussi. Voilà. Le fait de ne pas mettre en évidence une action, derrière ça peut aussi susciter un regret. Donc c'est pas vu que... Enfin, oui, c'est toujours vu dans le côté négatif lorsqu'on a hésité à faire quelque chose, lorsqu'on a raté une opportunité. J'aurais dû le faire. Mince, c'est pas grave. Mais après, comme c'est pas forcément négatif, parce que je me dis, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je peux le faire demain. Donc, il faut toujours prendre le regret du côté positif. Ok, je n'ai pas pu le faire maintenant, ou ok, il y a une situation négative qui m'est arrivée, mais je peux faire autre chose au-delà de ça, c'est pas grave. Si ici j'ai pas eu, je l'aurai un autre endroit. Donc oui, c'est souvent associé à quelque chose de négatif, mais je pense qu'on peut choisir de le regret. On peut choisir ses regrets. On peut choisir de changer la donne après. Selon moi. D'accord. Edwin, comment on arrive justement à... Est-ce que quelque part aussi il faut aller consulter quand je parle de consulter, c'est évidemment nos amis psychologues ou autre chose. Si vraiment on veut changer aussi quelque part la personne qui est en nous, ne pas vivre avec des regrets. Parce que comme on l'a dit, les regrets, ça nous éloigne, ça nous met dans une zone de confort. Ou bien c'est un process qu'il va falloir y aller seul. Bon, moi, je n'ai vraiment rien contre les consultations chez les psychologues ou les psychiatres. Encore que là, il faut que les gens sachent que lorsqu'on parle de psychiatrie, c'est la phase, on va dire, plus avancée de la psychologie. Donc, je n'ai rien contre cela, mais je me dis que ce sont des experts qui sont là pour nous accompagner, qui sont là pour nous aider à sortir de certaines situations. Mais ces situations nous concernent d'abord, nous, en premier lieu. Donc, ça veut dire qu'il faut un effort personnel avant de compter sur eux. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, si j'ai des regrets qui me hantent, qui m'empêchent de dormir, qui m'empêchent de, je sais pas, de faire certaines activités, j'ai du mal. La première des solutions, c'est de moi d'accepter d'abord ce qui s'est passé et de me dire que je vais me mettre dans une démarche de guérison. Et ensuite, je me fais accompagner par un psychologue ou un psychiatre. Et ça peut être quoi l'extrême quand on vit avec les regrets, les dangers potentiels selon toi? L'extrême, je ne peux pas le dire ici. Mais non, mais on peut utiliser. Est-ce que ça nous conduit dans une dépression? Ça peut nous conduire dans une dépression. Ça peut nous conduire à poser à des actes comme l'irréparable. En fait. Donc c'est vraiment moi. C'est comme je dis, c'est selon les situations. Parce que toutes les situations ne sont pas les mêmes. Je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est-à-dire, il y a des situations où on peut se dire que bon, la chose a été faite, rien de grave, on passe à autre chose. Mais il y a des situations où on a vraiment du mal à passer l'éponge, comme on dit. Et donc ça nous hante. Pendant une bonne période, si on n'arrive pas à s'en défaire. Effectivement, c'est vrai que derrière, on a toujours cette épée de Damoclès sur la tête quand on a la sensation que les choses ne vont pas et que il y a toujours cette phrase-là, j'aurais dû, j'aurais dû prendre telle décision ou faire ça ou faire ceci. Rostel, c'est vrai que quand on a identifié, c'est ce que Edwin et Féloria disaient tout à l'heure, toi également tu as abordé dans ce sens-là, à partir du moment où on arrive à identifier le regret potentiel, parce que vous avez dit ça dépend des situations, à partir du moment où on a réussi à identifier le regret et que derrière on se donne les moyens justement de corriger ça, est-ce que quelque part c'est un aveu de faiblesse? Ou bien là le regret, comme on a dit Féloria, faut aussi, là où il y a du négatif, vas-y, on va chercher du positif. Est-ce que là aussi le regret apparaît beaucoup plus comme étant un élément d'encore plus de sociabilisation? Si tu as regretté d'avoir dit des propos très durs à ton ami et que derrière tu venais à t'excuser, est-ce que là c'est considéré comme un aveu de faiblesse ou bien plutôt plus comme une arme de sociabilisation? Je pense que c'est considéré comme une arme de sociabilisation parce que c'est en quelque sorte aussi un processus de guérison. Supposons que j'étais en train peut-être de discuter avec une sœur, un frère, et que voilà, je sors des propos que je ne voulais pas, peut-être par exemple
la colère et autres, j'arrive à dire des choses qui arrivent à blesser et que j'ai ce regret-là parce que quelque part, je reste calme, je me dis, j'aurais pas dû dire ça, ça l'a forcément blessé, ça fait mal. Et si je ne m'approche pas de lui, lui, il aura mal, moi aussi, j'aurai mal. Donc, on va se faire du mal en quelque sorte. Moi, je ne vais pas guérir, même s'il ne le sait pas, lui aussi. Donc, si je m'approche pour dire que, tiens, ce que j'avais dit, c'était sous l'effet de la colère, je ne voulais pas dire ça, pardonne-moi. Là, je pense que pour nous deux, certes qu'on ne va pas peut-être oublier, mais quand même, on va plus l'accepter et on va continuer en fait. Et ça va aussi, moi, me libérer personnellement. Et la personne aussi va comprendre que, bon, on est humain, certainement, sous l'effet de la colère. L'autre s'est quand même humilié pour venir demander pardon. Donc, je peux aussi pardonner et passer à autre chose. Est-ce que le regret, selon toi, il y a un timing? Je veux dire, à quel moment on regrette? Est-ce que c'est tout de suite après? Ou bien c'est avec beaucoup plus de recul, je ne sais pas, 2-3 jours? Ou bien c'est vraiment dans... À quel moment, justement, on commence à manifester le regret? Ça dépend vraiment des différentes situations. Ouais. Il y a des regrets qui sont instantanés, c'est-à-dire tu dis une phrase, Ouais, bien tu poses une action. Tu te rends compte de... Ah mince, Ouais. j'aurais pas dû. Mais il y a aussi, ça m'est arrivé de regretter, mais bien plus tard. Ouais. Mais quand En tu dis plus voyant tard, c'est quoi? C'est le résultat D'accord. de la chose. C'est-à-dire, tu donnes un refus à quelque chose et sur le tas, tu ne te rends pas compte que c'est pas bien ce que tu as fait, mais que c'est quand tu vois les résultats de la chose que tu as refusée, peut-être 6 mois plus tard, 1 an plus tard, tu te dis, ah mince, si je savais, je devais dire oui. Donc ça dépend vraiment de la situation, ça dépend de la situation, clairement. Est-ce que dans le monde professionnel, Edwin, faut-il voir un lien avec le regret dans le monde professionnel? Est-ce que ça nous torture beaucoup plus ou bien vous parlez des situations différentes? Est-ce que faut aller chercher aussi une résolution potentielle d'un regret lié au monde professionnel ou à l'entreprise? Les entrepreneurs qui hésitent un petit peu à se lancer. Mais bien sûr, si tu prends le cas de l'entrepreneur qui hésite, autant pour moi, à se lancer, c'est normal. C'est-à-dire qu'il peut avoir eu une opportunité qu'il n'a pas saisie à temps. Parce qu'il a eu Mais est-ce que derrière, ça ne change pas la donne? Je veux dire, est-ce que derrière, supposant cette opportunité-là, c'était vraiment l'opportunité par excellence, il ne l'a pas saisie, derrière il revient en se disant, bon, je me relance. Est-ce que quelque part, ça ne change pas potentiellement la motivation, la façon de justement de comment il allait se lancer? Passe-moi l'expression, Régis, ça peut être un couteau à double tranchant. D'accord. C'est-à-dire qui peut permettre à cet entrepreneur-là de se booster par la suite, comme qui peut aussi, j'aime bien cette phrase, donner un uppercut à cet entrepreneur. C'est-à-dire, j'ai raté ma chance, donc c'est mort pour moi, c'est cuit, c'est fini. Ouais. Donc, tout dépend vraiment de la capacité de la personne de, comment dire, se positionner vis-à-vis de la situation. On va prendre un exemple simple. Je ne sais pas moi, un peintre par exemple, qui pouvait avoir un marché de, on va dire, 10 milliards sur un bâtiment et tout. Il se dit, bon, par rapport à sa façon d'agir, il rate le marché parce qu'il n'a pas su s'y prendre. Il peut se dire que, bon, moi, je me dis, bon, écoute, ça va quoi. J'ai raté la chance de ma vie, je ne suis pas fait pour ça, je suis nul et tout. Mais comme il peut aussi le prendre dans un autre sens en disant, ah, bah, tiens, je suis passé à côté d'une telle occasion, ça veut dire que je peux passer à côté d'autres occasions ou d'autres occasions plus importantes que celle-là. Donc, c'est vraiment en fonction de voilà, le mindset de la personne. Je pense aussi. Est-ce que Floria, toi, je sais, hein, tu nous laisses entendre tout le temps ici sur ce plateau que tu es très proche de ta maman. Est-ce que justement les notions comme celle-là, du regret, est-ce que c'est vraiment des choses que vous abordez avec maman, toujours rester fidèle à soi-même et que le regret, aussi à l'image de ce qu'on se dit sur ce plateau-là, je reprends l'expression de Edwin, c'est un couteau à double tranchant. Est-ce que justement cette connexion-là, ce partage-là d'expérience avec maman, tu l'as souvent? Oui, beaucoup. Ma mère, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui s'exprime sur sa propre expérience pour pouvoir nous aider, nous, ses filles, à changer la donne pour nous. Donc oui, il est arrivé qu'elle nous partage son expérience et il y a beaucoup de regrets à l'intérieur. Et bien moi, comme je disais, ça dépend du mind. Il y a beaucoup de personnes, quand ils écoutent une expérience négative, ils vont prendre cette expérience-là et doubler sur leur vie et ne plus se donner l'opportunité de vivre certaines choses.
Moi, ça a été l'inverse chez moi. Est-ce que c'est pas là le danger aussi, de vouloir comparer, de calquer c'est ça, de calquer les aussi regrets? Voilà, c'est ça. Si, par exemple, ma mère a eu des regrets quand elle a fait telle chose, bah, moi aussi, donc, je vais éviter de faire, bah, non, en fait. Moi, je prends ça d'une autre manière. C'est comme un challenge pour moi de me dire, bon, sur ce point-là, par exemple, on va dire le mariage, ça n'a pas été. C'est pas parce que chez ma mère, ça a été que de regrets, que dans ma vie, ce sera du regret. Donc, c'est comme un challenge. Et je me dis, bah, je sais, ça n'a pas marché. Voilà, je vais essayer d'aller chercher ce qui n'a pas marché dans son expérience et essayer de voir chez moi, est-ce qu'on ne peut pas changer juste ce facteur-là pour pouvoir changer et aussi faire une analyse sur moi. Donc, oui, j'ai eu des discussions avec ma mère et j'essaie d'en tirer le meilleur de ces regrets pour les transformer chez moi en quelque chose de plus positif. Ouais, de plus positif. Rostel, du coup, il faut libérer la parole dans ce sens-là. Libérer la parole, parler un peu plus de ces... Je pense qu'on les retrouve généralement dans des conférences et tout ça, des gens qui libèrent un peu la parole. Après, je pense que la meilleure des façons de transmettre son expérience, c'est son vécu. Ouais. Parce qu'on parle mieux de ce qu'on a vécu et on maîtrise, on sait ce que ça fait. Par exemple, je ne sais pas quel exemple prendre. Bon, pour une personne, surtout les entrepreneurs qui aiment partager des expériences, pour une personne qui a peut-être investi pour une première fois, qui a perdu son argent et qui n'a pas abandonné, qui a continué. Un jour, si cette personne-là réussit et qui veut transmettre son expérience aux jeunes, il va tantôt parler de la persévérance parce qu'il sait ce que c'est que la persévérance. Ouais. Il a vécu, il a expérimenté et quand il le fait souvent, c'est reçu avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de cœur parce que c'est quelque chose d'authentique en fait. Donc je pense que sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec ma collègue. Bon, Edwin, est-ce qu'on peut tu as un petit chat dans la gorge. Est-ce que, justement, Rostel, je vais rester avec toi par rapport à tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on identifie l'échec, faut tout de suite faire un lien avec le regret? Échec, est-ce que c'est forcément égal à regret? Ouais. Parce que pour beaucoup perçoivent le regret comme l'échec. Tout à l'heure, Féloréal a parfaitement bien souligné, parce que quand on parle de l'échec, du regret, beaucoup ont tendance à se dire, je crois, et lui l'a souligné aussi quand il prenait l'exemple de l'entrepreneur en se disant, c'est mort, j'ai raté ma chance, donc voilà, j'aurais plus une opportunité comme ça. Ou bien c'est totalement deux notions différentes, mais que dans la situation de regret, qu'on a tendance à associer à l'échec, je pense. D'accord. Donc, par rapport à ça, je pense que le regret n'est pas forcément négatif. Bon, on peut regretter quelque chose de positif. Je m'explique. Pour une personne qui aura peut-être fait du bien à une autre personne, donc disons que j'ai donné de l'argent à quelqu'un, et que la personne n'a pas fait bon usage de cet argent, par exemple, est parti faire, je sais pas, je dis bon, n'importe quoi, peut-être beaucoup boire, beaucoup faire ceci et tout, alors que je m'attendais à ce que la personne puisse investir, Edwin, il est, que la personne puisse investir sur quelque chose, aussi essayer de s'en sortir. Là, en ce moment-là, je vais peut-être regretter, mais pas négativement. D'accord. Je vais regretter sur le fait que l'argent n'a pas été bien utilisé, mais je ne vais pas regretter le geste que j'ai eu à faire parce que je l'ai fait, parce que la personne avait un besoin et j'ai aidé la personne. Mais après, ce que la personne en fait, ça lui regarde. Certes que quelque part, je me dis, il aurait peut-être dû l'utiliser d'une certaine façon, mais ce n'est pas forcément négatif. Je ne sais pas si je... Non, mais... ouais, c'est compliqué après. Il y a toujours du négatif qui apparaît. Il y a toujours, ouais. Après, comme vous dites, c'est une question de perception. Hein. Ouais. Au moins une question de perception. Bon, les amis, nous sommes arrivés au terme de cette première partie d'émission. C'est vrai que quand on parle du regret, tourner la page, c'est vraiment des expressions qu'on entend tout le temps, tourner la page, ne pas regretter. Nos parents aussi vont généralement dans cette phrase-là, dans cette dynamique-là. Edwin, je suppose qu'on t'a déjà demandé de ne jamais regretter une situation. la petite question avant de clore, la dernière chose que tu as regretté, c'était sur quoi, si c'est pas trop indiscret? Est-ce que c'était sur l'achat d'un livre? Parce que on sait que tu consommes énormément des bouquins. Ça, je peux pas regretter. Je sais pas sur quoi, mais bon.
comme tout être humain, on a des regrets. On a des regrets. Le plus important, c'est de les reconnaître et comme vous l'avez dit sur ce plateau, se donner les moyens justement de tourner la page pour être une autre version de nous-mêmes. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. On parlera justement de comment transformer l'impossible en possible. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Juste avant la pause, je vous l'annonçais, nous allons aborder la deuxième thématique liée au possible et à l'impossible. Féloria, je me tourne vers toi parce qu'il me semble que cette thématique te parle beaucoup, parce que tu es la preuve aussi potentiellement de qu'on peut passer de l'impossible au possible. Comment, selon toi, justement transformer le négatif au positif? C'est une notion très importante pour de nos jours parce que il y a des gens qui sont très bloqués et qui croient que l'impossible existe. Mais selon moi et mon expérience, je trouve que l'impossible n'existe pas. Tout est possible dans la vie. Il suffit juste d'un peu croire en soi et croire en Dieu pour les croyants. Donc mon cas. Alors cette thématique me parle beaucoup parce que, comme on dit souvent, moi je reviens de loin. Et quand je vois le parcours que j'ai aujourd'hui... Revenu de loin, c'est-à-dire? C'est-à-dire que la famille dans laquelle je suis née, les conditions dans lesquelles je suis née ne me donnaient pas forcément accès à avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Qui n'est pas encore... Je ne suis pas encore arrivée où j'aimerais, mais je ne suis plus là où j'étais. Donc, et ça relève de croire en soi et de croire au potentiel que Dieu a mis en chacun de nous. Donc pour moi... l'impossible n'existe pas. Donc passer de l'impossible au possible, déjà même cette transition-là, en réalité, pour moi, elle ne passe pas. Tout est possible, mais il suffit de croire en soi et de se donner les moyens de pouvoir arriver à transformer ce qu'on veut et de l'emmener à nous. Après, ça demande à passer à l'action. Et c'est ça qui est souvent difficile pour beaucoup de personnes. Passer à l'action. Quelle action? Où est-ce que je trouve l'inspiration? Où est-ce que je trouve l'action à mener? C'est ça, mais sinon tout est possible. Il faut juste mettre une stratégie en place et la suivre. Et pourquoi pour certaines personnes ça paraît difficile, Elvin, selon toi? Est-ce que de ce que Féloria vient de dresser, est-ce que c'est les arbres qui manquent? C'est les chemins, les canaux par lesquels il faut arriver justement à transformer l'impossible en possible, en d'autres termes, l'échec en victoire? Mais on peut dire que c'est toutes ces choses-là, puisque c'est tout cela qui participe à cette réussite-là. C'est-à-dire, en fait, ici, comme elle l'a dit, elle est partie d'une situation, elle ne nous a pas dit laquelle, à ce qu'elle est aujourd'hui. On peut dire que, par exemple, pour le cas d'un élève ou d'un étudiant, d'un apprenant, qui a repris ses classes, il peut se dire que pour moi, ça ne va jamais se faire, quoi. Je suis pas à la hauteur, je ne peux pas le faire. Il va se mettre en tête un certain nombre d'idées négatives. Est-ce que donc le mental joue beaucoup? Justement, c'est le mental. Comme elle l'a dit en première partie, le mindset. Le mindset joue pour beaucoup, c'est-à-dire il faudrait avoir, c'est pas aisé en fait pour tout le monde d'avoir cette capacité-là de se remettre en cause ou de se remettre en question, de se dire que j'ai peut-être repris mes classes 4 fois et la 5e fois, je veux me remettre en question, chercher à savoir ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché et aller sur des nouvelles bases. C'est pas très aisé en fait. Tout dépend de la personne, tout dépend, comme je l'ai dit, de la capacité de la personne à pouvoir appréhender la situation. Et quel pourrait être le rôle, le rôle ou l'impact de l'entourage lorsque nous sommes effectivement dans ce process? Mais l'entourage peut nous élever comme peut nous rabaisser. Parce que c'est comme on le dit souvent, un enfant qui ne réussit pas, sur qui on crie, ça peut avoir un double effet pour cet enfant-là. Ça peut susciter au sein de cet enfant la rage de se dire que je veux réussir pour prouver que je ne suis pas ce dont on croit que je suis. Comme ça peut aussi avoir l'effet contraire, c'est-à-dire se dire oui, moi je ne peux rien faire, je suis bon à rien, on me l'a déjà dit, de toutes les façons j'arrête.
Ouais, effectivement, comme tu dis, ça peut avoir un double impact sur la personne Rostel. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de toutes ces choses, à l'image de ce que je viens de dire pour Féloria, toi également, tu es plutôt dans la thématique parce que tu es entrepreneur et tu es dans un domaine aussi où la concurrence, elle est là. Comment justement, quand tu te lances dans ça, à quel moment naturellement, tu as rencontré des obstacles, mais à quel moment tu as transformé ces obstacles-là en victoire et surtout comment tu arrives à garder, comme on dit, vous parlez de mindset, comment tu arrives justement à garder cet équilibre-là entre ce que je peux faire et ce que je peux recommencer à faire en parlant d'échec? Déjà, j'aime bien le sujet et j'ai aussi beaucoup apprécié les interventions. Donc, comme on le dit, pour moi, ça se résume souvent à deux choses. Déjà, c'est la connaissance préalable de l'impossible, la connaissance qu'on a déjà. Une fois qu'on nous dit que cette chose est impossible, c'est comme un blocus, c'est mental. Exactement. Et il y a aussi le côté, comment dirais-je, il y a un autre côté, bon ça m'échappe. Je vais d'abord développer sur ce côté de la connaissance de l'impossible. De l'impossible qu'on a. Donc je vais vous raconter une petite histoire, juste pour être dans le contexte. Bah, non, on est preneur. Je vais parler d'un jeune étudiant à l'université de Berkeley. Pendant un cours de mathématiques, il venait d'arriver en classe, il était en retard, donc il est rentré discrètement et est parti s'asseoir derrière. Étant fatigué, voilà, comme on le sait, souvent on s'endort dans la classe. Il s'est endormi et à son réveil, le cours terminé, il voit au tableau 2 exercices que le prof a laissés, 2 exercices de maths. Il les a donc recopiés en se disant que certainement sont des devoirs à faire à la maison. Il est rentré, il a travaillé sur ces 2 exercices pendant des jours. Il n'est parvenu à en résoudre qu'un seul. Alors, le jour où ils en cours à nouveau avec le prof, il s'attend à ce que le prof puisse demander les travaux. Ouais. Et puis le prof commence à faire cours. Le prof n'en parle pas. Il se dit, il a oublié ou quoi? Là, il dit au prof, mais s'il vous plaît, monsieur, il y a des exercices que vous n'avez pas corrigés. Le prof lui dit, oh non, ces exercices-là, c'était juste pour dire que ce sont des exercices mathématiques qui n'ont jamais été résolus jusqu'à présent. Ce sont des cas impossibles. Il s'est dit, tiens, moi j'en ai résolu. Hein. Le prof dit, comment ça tu en as résolu? Il a présenté l'exercice. Toute une communauté, des scientifiques, des chercheurs se sont mis sur la solution et il s'avère qu'il avait trouvé la solution. Ah ouais. Donc ici, la morale dans l'histoire, c'est quoi? S'il avait cette connaissance-là préalable de l'impossible, que ces exercices-là, c'était des solutions, c'est des exercices qu'on n'avait jamais résolus, des cas impossibles, je pense qu'il n'aurait jamais fourni d'efforts. Même moi, à sa place, je n'aurais pas fait. Déjà, donc lui, je n'aurais même pas recopié l'exercice. Voilà, ne sachant pas que c'était impossible, il s'était dit qu'il pouvait le faire. Donc il s'est donné les moyens qu'il fallait, il s'est posé la bonne question et il a fait. Donc c'est même la deuxième chose dont je voulais dire en fait par rapport peut-être à l'entrepreneuriat et autres. Il faut se poser les bonnes questions. Quand une chose se présente, on a tendance à se dire c'est difficile. Mais est-ce qu'on fouille un peu dans l'histoire? Le fait de trouver juste une personne qui l'a déjà fait, la bonne question, c'est de se dire que si lui l'a fait, moi aussi je peux le faire. Ouais. Et là, je pense qu'on se donne les moyens qu'il faut pour pouvoir faire, rendre cette chose-là impossible en une possibilité en fait. Déjà, merci pour l'histoire, parce que je pense que la moralité, tu es un excellent conteur au passage. En fait, moi ce que Rostel vient de dire, Féloria, c'est hyper intéressant. Je pense qu'au-delà de l'exemple et la moralité à tirer, c'est magnifique. La question, c'est, au vu de ce qu'il dit, est-ce que l'entourage ne crée pas justement l'impossible en nous? Les phrases qu'on entend tout le temps, tu n'es pas capable de, tu ne peux pas réaliser, tu ne peux pas. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a de la négation dans la phrase, le cerveau se bloque systématiquement. Mais bien sûr, merci pour l'exemple qui est magnifique. Encore une fois, c'est parce qu'il ne savait pas que c'était impossible qu'il a fait. Mais nous, aujourd'hui, on a des cas de figure où dès que tu essaies, il y a une tonne de personnes, on parle d'entourage qui te disent tu peux pas. Ça, c'est impossible. Oui, on ne te voit pas dans ça. Est-ce que tu es sûr que tu peux? Il y a tel qui a essayé, il n'a pas pu. Donc, s'il n'a pas pu, c'est sûr, toi, tu ne pourras pas. Et là, ça demande une force d'esprit pour oublier tous, ou bien pas oublier, mais vraiment trier et mettre de côté tous ces commentaires-là et te dire tu peux. Enfin, moi, je pense que je l'ai fait toute ma vie. Oui, parce que quand je disais tout à l'heure que tu es l'exemple parfait, parce que moi, je te connais sur ce plateau en tant qu'étudiante. Oui. Et depuis l'évolution que tout à l'heure en off, Edwin se moquait de toi parce que à un moment, tu avais ton visage dans toute la ville de Dakar parce que tu es mannequin, tu es actrice, tu es présentatrice d'émissions.
tu accessoiristes, en gros, un peu à tous sans aucune limite, mais ça n'a rien à voir avec ta formation, parce qu'on rappelle que tu es en mathématiques appliquées. Donc, informatique appliquée, donc ça n'a rien à voir avec... C'est grave, ça veut dire, au collège, j'ai décidé de faire une série scientifique. Là, il y a des gens qui sont tombés sur moi, mais t'es une femme, comment tu vas faire? Je suis allée, ça a marché. J'ai eu mon bac, mes parents n'ont pas beaucoup de moyens, et là, je rentre avec une idée fabuleuse, je vais aller à l'étranger. Mais mes parents sont tombés sur moi. Mais on va faire comment? Mais qui va payer? Mais tellement de mais. Mais comme je dis, il faut une force, il faut croire au rêve que tu as dans ta tête et te dire qu'il n'y a personne qui peut t'enlever ce rêve-là. Et lorsque tu y crois tellement, je ne sais pas ce qui se passe dans cette terre ou bien cet univers qui nous entoure, mais tu as l'impression que tu arrives à tirer les bonnes cordes et à tirer les bonnes personnes. Et j'ai eu ma bourse et je suis venue ici, enfin, tu m'as donné une offre. Et en fait, c'est toujours être dans l'action. Même si je ne connais pas, vas-y, je vais apprendre sur place. Même si ça semble impossible, c'est pas grave. Si l'opportunité est venue à moi, c'est que j'ai des aptitudes pour pouvoir le faire. Ouais. Même si je ne connais pas, maintenant, je vais apprendre sur le tas. Vas-y, prends. Et moi, ma vie, c'est que ça. Attraper les opportunités et les saisir, même si je ne connais pas. Et c'est vraiment le message à toutes les personnes qui croient qu'il y a des choses impossibles. Il n'y en a pas. Tout ce qui semble impossible pour toi, c'est un challenge. Vas-y et tu trouveras la clé. Et tu as des aptitudes pour pouvoir le faire. Ça, c'est bien dit. J'aurais pas dit mieux. Du coup, Edwin, est-ce que dans tout ce qu'on vient de dire, quand on parle de la transformation d'une défaite en échec, d'une défaite en victoire, faut-il voir la notion du risque dans tout ça? Bien sûr. On ne peut pas partir de l'échec à la victoire sans prendre des risques. En fait, c'est le risque qui détermine même, on va dire... la transition. La transition, ou du moins, c'est à travers le risque qu'on mesure si on pourra réussir ou pas. C'est-à-dire la capacité, jusqu'à quel niveau on est prêt à risquer ou à se risquer. Je dis souvent à mes petits frères que lorsque vous avez une situation comme, je ne sais pas moi, vous devez arriver à, comment dire, acheter quelque chose, ou du moins si vous voulez acheter quelque chose qui pour vous va vous permettre d'avoir un retour favorable. Mais comment vous allez apprécier cela si vous ne vous risquez pas d'acheter d'abord la chose. C'est-à-dire, par exemple, un chanteur qui pour lui, il estime qu'il a besoin d'un élément comme le piano, la guitare ou que sais-je encore. S'il ne l'achète pas et il se met à composer, ensuite mettre ses compositions sur CD pour les vendre, à quel moment il saura si réellement il peut faire du profit ou pas. Donc, tout ce qu'on fait, il y a toujours la notion du risque qui nous entoure, ou du moins ce qui est très proche de nous. C'est le risque qui permet de déterminer si oui ou non nous pourrons arriver à nos fins. Lorsqu'on est dans cette phase-là aussi, mon cher Rostel, moi j'aime bien, hein, pour ceux qui regardent l'émission, toujours repartir dans le cercle familial, parce que pour moi, je pense que, je le dis encore sur ce plateau, aujourd'hui on nous parle de pseudo-influenceurs ou influenceuses. Pour moi, les vrais influenceurs se trouvent dans nos familles également. Est-ce que là aussi, le fait d'avoir, on parlait en première partie de calquer, quand tu parlais de ta maman, de calquer les regrets, mais beaucoup plus dans le sens positif là, est-ce que le fait d'avoir quelqu'un dans la famille à qui on veut ressembler, ça peut être aussi une source de motivation qui nous donne envie, à l'image de ce qu'Edwin vient de très bien décrire, de prendre des risques pour ressembler à notre grand frère ou à maman ou à papa? Moi, oui. Je dirais oui, parce que dans la famille, souvent, c'est ce qu'on fait, hein, surtout en Afrique, c'est ce qui se passe. Ouais, mais dans ta famille, corrige-moi, oui. Je pense que tu m'avais laissé entendre que papa s'est encore habillé, c'est ça, non? Oh oui. Voilà, donc papa s'est encore habillé. Toi, aujourd'hui, tu es dans... Rappelle-moi, c'est quoi? Je suis dans l'informatique. L'informatique, sécurité, c'est bien ça? Cybersécurité. Cybersécurité, c'est en lien également avec les corps habillés quelque part. Est-ce que tout ça aussi, tu te dis, bon, si mon père a eu à traverser des moments hyper difficiles et qu'il a réussi à être là où il est, sachant qu'on est potentiellement dans le même corps de métier aussi, est-ce que ça aussi, ça reste vraiment en fait une lumière dans ta tête qui t'empêche justement de faiblir lorsque tu es face à un échec?
Exactement. Parce que je me dis que, comme on le dit toujours, hein, les parents, surtout pour nos parents, ils veulent que nous on puisse faire plus qu'eux. Donc je me dis que si mon père a pu réussir, réussir sur quelque chose de difficile, à première vue déjà, les corps habillés, c'est pas facile, surtout avec leur formation et autres. Donc je peux le faire aussi. Après, il n'est pas que ça, il est médecin à l'hôpital militaire. Donc j'ai voulu, en fait, en premier lieu, j'avais voulu faire la médecine pour exactement lui ressembler. J'avais cette idée depuis le lycée et autres, mais après, à un moment, j'ai eu quand même un penchant pour l'informatique. Mais c'est bien pour, pour l'informatique. Et après, voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est une source de motivation déjà. Et les vrais influenceurs, comme vous l'avez dit, c'est dans nos familles, parce que si on a des cadres dans la famille, on a une personne vraiment qui fait mieux, on a tendance à vouloir systématiquement faire comme cette personne. Ça peut être un parent, ça peut être un grand frère, comme vous l'avez dit, ou bien on veut faire plus que cette personne. Donc ça devient une source de motivation et ça alimente quand même cette envie-là. Et comme le disait aussi Feloria, elle a parlé de quelque chose de très très capital. Elle a parlé du fait d'attirer la chose vers soi, donc le fait de croire. Et je pense que c'est exactement cela, hein, parce que la profondeur appelle la profondeur. Quand il y a une profondeur qui appelle, il y en a une autre pour y répondre. Donc si vous avez besoin de devenir quelqu'un, il y a cette soif-là en vous de faire quelque chose, d'atteindre certaines objectifs, certaines choses par exemple fixées. Je pense que cette profondeur, cette soif-là en vous fait de ça une profondeur qui va appeler forcément la profondeur de la réussite qui existe quelque part. Donc ce sont des lois bien établies, hein, des lois de la nature. Et je pense que j'ai peut-être répondu à la question par rapport mais parfaitement, mon cher Rostel. Parfaitement, t'inquiète pas. Feloria, au vu de ce que Rostel et Edwin viennent de dire, on assiste aujourd'hui à aujourd'hui, c'est façon de parler, parce que ça reste un phénomène qui s'est bien installé aujourd'hui dans nos habitudes, dans notre vie, dans notre quotidien, c'est l'avènement des coachs en développement personnel et tout le reste. Alors, de ce que j'ai vu sur tes publications, et tu es passé par là aussi, tu es passé par cette étape-là, quel est aujourd'hui l'impact de ces coachs en développement personnel aujourd'hui dans la transition, dans ce qu'on est en train de proposer, dans le fait qu'on a envie d'être une autre personne, de s'auto-challenger comme tu disais, comme ça a été le cas pour toi. Quel est réellement l'impact selon toi? Oh oui, un impact très 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 présent. Enfin, le développement personnel, j'ai l'impression qu'il est vraiment en surface. Il vient caresser la personne, oui, ça va sur la motivation, le mind, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond, ce sont les blessures. Là, on s'attaque à la psychologie de la personne. Une personne qui a été rejetée depuis son enfance peut faire tout le travail possible de développement personnel, ça va bugger à un moment donné. Parce qu'il y a quelque chose de plus profond qu'il faut d'abord guérir. Mais est-ce que tout n'est pas dans le nom? On parle de développement personnel. Oui. Donc moi, perso, ça m'a aidé parce qu'au-delà d'être juste sur la motivation, le fait de se répéter des paroles chaque jour, j'essaie de faire un travail d'introspection sur ce qui s'est passé entre mes 0 et mes 7 ans, toutes les épreuves qui se sont passées là, et me dire que, bah oui, elles se sont passées, mais il faut qu'il y ait un détachement entre cette petite Feloria-là et cette Feloria adulte, que cette Feloria adulte accepte que la petite Feloria a subi des choses, a vu des choses, mais que a fait des choses, mais que toutes ces choses-là ne doivent pas définir qui elle est aujourd'hui. Ça, c'est vraiment le travail que tout le monde devrait faire parce que tout ce qu'on a fait entre 0 et 7 ans détermine qui on est aujourd'hui en tant qu'adulte. Donc moi, le développement personnel m'a tellement aidé sur la perception, l'estime, parce que la confiance, j'ai confiance en moi. Ça se voit à travers tout ce que tu fais. On te voit à la télé, on te voit dans des films, dans des séries, on te voit sur toutes les affiches au niveau de la ville de Dakar. Oui, ça part du courage quelque part, parce que s'il n'y a pas de courage, tu de la tentes rien. confiance en tout ce que tu as, mais l'estime est beaucoup plus profond. C'est la perception, l'estime que j'ai même pour moi-même. Et ça, je ne l'avais pas. Et c'est un travail qui se fait chaque jour, de se dire, je mérite d'avoir ce que j'ai. Je mérite d'être belle, je mérite d'être la femme que je suis. Au-delà des diplômes que j'ai à côté, je suis moi. Et la confiance, c'est purement intellectuel. C'est tout ce qu'on a comme diplôme, comme compétence. Mais l'estime, c'est lorsque je n'ai rien et que j'arrive à m'aimer.
Et ça, je ne l'avais pas. Mais grâce au développement personnel, à toutes les vidéos que je regarde, au coaching que j'ai eu, ça aide tellement. Et bizarrement, ça attire des opportunités où tu as l'impression que tout ce qui était impossible devient possible parce que tu y crois. Edwin, je te sens un peu partagé. Soit tu t'es laissé emporter par le récit de Feloria, soit tu partageais par rapport à ce qu'elle dit. Justement, ton avis sur l'avènement des coachs en développement personnel, ils sont nombreux aujourd'hui, que ce soit en présentiel ou à distance. On les voit beaucoup sur les réseaux. Il y en a aussi qui organisent des séminaires un peu partout. Je pense que toi, tu étais beaucoup plus en présentiel de ce que j'ai vu. Ton avis, mon cher Edwin, sur l'impossible au possible via les coachs en développement personnel? En fait, moi, j'ai rien contre les coachs. ça commence bien. Qu'ils m'excusent, mais pour être un peu plus sérieux, moi, je me dis, en fait, c'est un peu comme je l'ai dit pour les psychologues. En fait, c'est d'abord un travail personnel comme son nom l'indique. C'est-à-dire, on ne peut pas arriver à un résultat favorable si nous-mêmes, on va dire, nous ne sommes pas investis. Eux, ils sont juste là pour nous donner comme des outils ou des pistes pour arriver où on veut arriver. Mais le véritable travail, ce n'est pas eux qui nous fournissent. C'est un travail. Donc c'est beaucoup plus un travail d'accompagnement. Voilà, c'est des accompagnateurs, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire, ils vous aident à sortir de votre zone de confort, si on peut le dire ainsi, et à vous dire que par rapport à telle ou telle situation, voilà plus ou moins le comportement que vous pouvez adapter. Mais pour moi, ce n'est pas des personnes indispensables. On peut sortir d'une situation sans eux. Parce que comme elle a dit, tout part de là, du mindset. Donc, il y a certains que... C'est comme je l'ai dit, un exemple. Je l'ai dit, lorsque je prenais l'exemple sur l'école, qu'un enfant sur qui on crie ne peut se dire qu'on crie sur moi, c'est que je suis nul, donc j'arrête, c'est bon. Tout comme il peut le prendre aussi comme une énergie et se dire que bon, on a crié sur moi, il est temps maintenant que je me remette en question et que je reprenne sur de nouvelles bases. Donc c'est cela quoi. Les coachs, oui, mais bon, après c'est d'abord nous-mêmes. Le travail, il est d'abord personnel, comme son nom l'indique, développement personnel. Mais est-ce que le danger, c'est pas là aussi, Rostel? Parce qu'on a l'impression que ces coachs-là, loin de vouloir tirer un boulet rouge sur eux, on a l'impression qu'en fait, ils nous vendent la recette magique, le miracle, en nous disant ça va nous aider à faire ceci, nous aider à faire cela. Mais est-ce que, selon toi, c'était pas mieux qu'ils nous vendent beaucoup plus le projet comme un accompagnement que comme une solution miracle, en fait? Bon, après, je comprends en quelque sorte aussi, c'est comme une solution miracle, dans un sens où l'humain aime souvent qu'on lui dise des choses. Par exemple, pour une personne qui a déjà certaines compétences pour une personne qui a des blessures, c'est compliqué. Voilà, bon, parce que Feloria, toi, le travail que tu as fait, c'est d'abord d'identifier tes blessures avant de... C'est même la première étape, c'est vraiment d'identifier. Et la plupart des personnes ont cette capacité-là d'identifier ces blessures, mais ils ont juste peut-être peur de les assumer, de les faire remonter à la surface et tout. Et c'est là que les coachs rentrent en jeu parce qu'ils te poussent clairement à sortir de cette zone-là, de pouvoir t'exprimer, de dire un peu ce qui te fait mal. D'autres même arrivent à pleurer parce que c'est quelque chose d'assez difficile. Je pense que c'est ça le rôle des coachs parce que les hommes aiment souvent parler, discuter. Il y a une personne qui croit, qui te soutient, qui écoute, surtout écoute ce que tu dis et cette personne-là essaie un peu de t'encourager, de te pousser à dire ce que tu penses au plus bas. Et c'est cette énergie-là qui te libère aussi, qui permet à ce que tu puisses avancer sur certaines choses. Mais je dirais que oui, c'est pas vraiment une solution magique, mais c'est juste la logique et c'est ce qu'il faut faire, je pense, pour certaines personnes. Ouais, bon, c'est vrai que c'est souvent assez compliqué quand on parle de tout ça. Feloria, c'est vrai que quand on parle aujourd'hui de passer la transition de l'impossible au possible, en d'autres termes de la défaite à la victoire, prenons le cas d'un entrepreneur, parce que notre ami Rostel est entrepreneur. Prenons le cas d'un entrepreneur, par exemple, qui échoue une première fois. Vous l'avez tous dit sur ce plateau, il faudrait le mindset, il faudrait se dire que c'est possible, si quelqu'un l'a fait, on peut refaire.
est-ce que recommencer n'est pas difficile quelque part? C'est-à-dire surtout, ou bien ça dépend de la situation. Supposons que Rostel investit 40 millions, il les perd. Demander à Rostel de repartir à zéro pour... c'est quand même assez compliqué. À ce moment-là, est-ce que le mind doit jouer? Comment on arrive à surmotiver quelqu'un comme ça, de se dire, ah tiens, mais tu peux recommencer, tu peux refaire? Aïe, 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 c'est tellement compliqué. Recommencer, c'est l'une des choses les plus difficiles. Oui, parce qu'on nous dit tout le temps, oui, tu peux recommencer, tu peux le refaire. On nous dit tout le temps ça. Oui, mais est-ce que c'est facile C'est pas facile. Est-ce qu'il faut se donner du temps? Oui. Vraiment du temps avant de... Faut pas avoir peur de prendre son temps. Ouais, du recul, comme on dit sur la situation. Il faut vraiment, en tant qu'entrepreneur, si je perds des millions, laissez-moi le temps de prendre du temps. C'est jamais facile. C'est vraiment une étape, mais qui nourrit tellement ton âme. Parce que moi, je suppose que nous, ici, nous sommes des âmes qui venons nous expérimenter afin de nous élever. Mais ce sont des épreuves qui te permettent d'atteindre une force, mais incroyable. Mais c'est par ces épreuves-là qu'on les atteint. Donc, un entrepreneur qui perd des millions, c'est jamais facile, mais il faut prendre le temps, ne jamais se presser. Bon, là, c'est fini, ok, je passe à... Non, c'est fini. Prends le temps de digérer, d'encaisser la chose, de mieux appréhender les autres opportunités, de mieux les préparer et te relancer. Et te relancer, évidemment. Les amis, il y a tellement de choses à dire pour cette... malheureusement, nous sommes arrivés au terme. Rostel, oui, quelques mots. Oui. À ça. Oui. Donc, je pense que pour les entrepreneurs qui n'arrivent pas peut-être à se remettre... je vais appeler ça chute, parce que bon, l'exemple de 40 millions, c'est brutal. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit savoir, c'est que quand on décide d'entreprendre, on doit accepter, on doit être capable en fait d'accepter la perte. Parce que quand tu es entrepreneur, ça veut dire que tu comprends que tu peux perdre à tout moment. Dès qu'on a ça dans la tête, je pense qu'on peut avoir cette résilience-là de se lever à chaque fois. Ouais, donc le risque de l'échec, toujours l'avoir quand on décide en tête. De se lancer. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Edwin, un mot à dire avant justement de clore cette émission, vite fait. Et je souhaitais une bonne fête à tous ceux qui nous suivent. Ouais. Merci d'être toujours là, câblé devant Génération News. Et Lauréat? Bonne année 2026 à toutes les personnes qui regardent l'émission. Un gros bisou à ma famille, à ma maman, et puis je vous aime. Rostel. C'est comme ils l'ont dit, une bonne année en tout cas à tous. Et je salue aussi ma famille qui nous suivent du Congo. Et voilà, à très bientôt. Congo-Brazzaville, en l'occurrence. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission Génération News. Merci de l'avoir suivi. Ça a été un plaisir de vous accompagner. Et comme ils l'ont tous dit sur ce plateau, on vous souhaite une bonne et heureuse année 2026. Plein de belles choses, justement, en compagnie de la panafricaine. Prenez soin de vous et merci de nous avoir suivis.